Ok, salut tout le monde. Est-ce que, alors toujours pareil, je demande si tout le monde entend bien la vidéo, si vous m'entendez bien, parce que j'ai pas mis les casques. Juste quelqu'un qui me fait un signe avec le pouce et puis comme ça on attaque tranquillement le live. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Fort et clair. Ok, alors je vois pas, ça défile vite, je vois pas trop tous les gens qui sont connectés. Ok, donc ce soir, on va faire un petit live, toujours pareil, même format, une heure très, on va dire, condensé, mais voilà, clair, concis, précis, avec Stan, un ancien chef de groupe du CPA 10. Au niveau du CPA 10, on a déjà eu forcément quelqu'un de la team, pour ceux qui connaissent Scoob, qui était venu parler. On n'avait pas eu trop de personnes du CPA 10, mais là, on va en profiter puisqu'il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Les Guerriers du 10, qui a été justement écrit avec Stan. Et du coup, il va pouvoir en parler. Et puis après, on a quelques questions qui sont arrivées. Donc, on va balayer tout ça. D'accord? Alors, je regarde normalement, Stan est arrivé. Je vais le rajouter dans quelques instants. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser des questions dans l'onglet questions sur le live. Vous avez un petit point d'interrogation et ce petit point d'interrogation vous permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Celles qui sont bien, on va y répondre. Celles qui sont nazes, on n'y répondra pas. Donc, je vous préviens de suite. Quand je dis naze, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun rapport. Donc, voilà. Ensuite, je remercie surtout, il y a beaucoup d'ops qui sont aussi, qui nous regardent, des gens qui sont déjà actifs. Donc, il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi beaucoup de collègues qui sont en unité. Et certains même sont à l'étranger et nous regardent en ce moment même. Donc, ça fait plaisir. J'ai vu quelques pseudos passer, mais voilà, je trouve ça cool. Donc, c'est bien. C'est que les lives sont de qualité. Ça vous apporte différentes choses. Allez, je vais me connecter avec Stan. Et puis après, on va attaquer tranquillement. Regarde juste en même temps. Stan, alors attends, je te rajoute. Je crois que je t'ai demandé. Euh, Parfait. Génial. Tu vois, cette fois, c'était beaucoup plus rapide, Stan. Et du coup, je te vois nickel. Parfait, Ça va? tu m'entends? Yes, on t'entend parfaitement. Donc, j'ai vite fait expliquer un petit peu ce qu'on allait faire. Donc, super, je suis content de te voir, Stan. Le but, comme je t'ai dit, on va discuter, tu vois, c'est voilà, comme d'hab, hein, tranquille. Je vais te laisser te présenter et puis après, au fur et à mesure, je vais te poser quelques petites questions qui intéressent la communauté FS Coaching. Et puis après, on échange, on prend les questions et puis, comme d'hab, quoi, c'est faire. Ça Allez, marche. à toi. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Stan. Je suis au CPA 10 depuis 2005. Donc là, je suis en train de quitter l'institution. Je suis pas tout à fait parti encore, mais c'est un processus en cours qui va se dérouler sur l'année. Et donc, j'ai toujours été officier sous contrat. Et donc, je suis arrivé comme tout jeune lieutenant au CPA 10. J'ai commandé un groupe. Et puis après, j'ai occupé différentes fonctions à l'unité et j'ai été déployé donc en tant que chef de groupe, puis chef de mission. On appelle ça aussi commandant de task unit ou FOPS. Et j'ai fini jusqu'à récemment directeur des opérations de l'unité, ce qu'on appelle chef de BOI dans l'armée. Ok, Et puis voilà. ok, top. Un parcours très riche, très cool. T'as passé combien? 19 ans, hein, c'est ça, à peu près? C'est ça, depuis 2005, je suis arrivé en septembre 2005 Ok, au CPA 10, donc ça fait un peu plus maintenant. cool. Eh ben on va commencer sur les premières questions. Donc là, on a une question, c'est plus un peu, on va dire, des ops qui nous ont une question justement par rapport à ce livre qui est sorti, qui s'appelle Les Guerriers du 10. En quoi ce livre, justement, se différencie peut-être des autres livres qui sont sortis, où il y a beaucoup de livres maintenant qui sortent avec beaucoup d'anciens FS qui viennent raconter diverses choses pour l'expérience, pour les missions, pour les rétextes, pour pouvoir motiver des jeunes et des moins jeunes, des gens qui veulent changer aussi de spé. Et justement, comment est-ce que tu as abordé cette chose-là et pourquoi? Et voilà, si tu peux nous en parler un peu de ce livre-là, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment, voilà. Bien sûr. D'abord, je vais commencer par dire pourquoi j'ai fait ce livre. Parce que en fait, c'est pas quelque chose qui était planifié. Euh, il se trouve que j'ai un copain qui est chef de groupe à la BRI Paris et qui a fait un livre qui s'appelle Les Anges Gardiens du 36. Et en fait, c'est en discutant avec lui, parce que je trouvais que le format de son livre était sympa et notamment pour des jeunes qui s'intéresseraient à son unité, qui voudraient la rejoindre.
Et en fait, à force d'en discuter avec lui, l'idée est venue ensemble de faire la même chose pour le CPA 10. Donc il m'a présenté, sachant que moi j'étais sur le départ, donc le créneau était favorable. Ok. Il m'a présenté donc son éditeur et Jean-Charles, qui est donc le dessinateur qui a fait les dessins du livre, puisque le livre a la particularité d'être illustré avec des dessins qui s'intercalent entre les textes. Et donc il avait fait le livre avec lui déjà. Et quand je les ai rencontrés, ça a tout de suite accroché. Ils étaient tous les deux partants, et donc c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Et donc voilà, ça a pris forme par la suite. Et donc comment le livre se différencie? Alors déjà par son format, parce que comme je l'ai dit, il est illustré avec des dessins, donc c'est un beau livre quoi. On a fait quelque chose qui est un bel objet. Et puis c'est pas une biographie. Je raconte pas ma carrière de A à Z dans ce livre. Il y a évidemment c'est essentiellement évidemment inspiré de mon expérience, mais c'est en fait c'est plus un témoignage qui permet de découvrir les 20 dernières années du CPA 10 et donc indirectement aussi des autres forces spéciales, on est toujours ensemble en mission, à travers un panel de missions un peu illustratives de tout ce qu'on a pu faire pendant cette période, qui a été une période opérationnellement très très dense. Ouais. C'est vraiment l'âge d'or du contre-terrorisme notamment. Et puis, avec quelques petits épisodes comme le stage de formation, qui s'appelle le stage Beluga chez nous, mais qui est finalement assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans les autres unités FS, on a tous les mêmes critères, les mêmes besoins. Donc voilà, donc voilà, c'est un témoignage sur cette période, sur ces 20 dernières années des missions des forces spéciales, et en particulier du CPA-10. Ok. Cool. On peut le trouver un petit peu partout. On peut le trouver sur Amazon, sur la Fnac, Oui, dans les. Ouais. ouais, il est en vente partout, donc sur tous les sites de vente en ligne, donc Fnac, Amazon, comme tu l'as dit, dans toutes les chaînes Cultura, Leclerc Culture, etc., toutes les grandes librairies. Il est dans plusieurs centaines de librairies en France, donc il est très facile à Ok. trouver. Voilà. Et puis juste un mot aussi, j'ai pas dit, mais sur le format, c'est sous la forme de 10 histoires euh, tout raconté à la première personne, donc c'est très immersif. Et j'ai essayé de d'écrire ça de manière à ce que ce soit le plus vivant possible, parce que c'est moi qui l'ai écrit aussi, parce que des fois on me pose la question de savoir si j'ai fait appel à quelqu'un, parce que c'est ce que certaines personnes font quand elles sortent un livre. Ouais. Mais non, non, j'ai tout écrit et donc sauf donc les dessins, c'est Jean-Charles Sanchez, donc euh, mon, euh, mon camarade de travail sur ce livre qui a fait les superbes dessins qui illustrent le livre. Ok, parfait. De toute façon, je pense que c'est un bouquin que tous ceux qui sont fans de ce milieu-là, bah, c'est quelque chose que vous devez avoir vous devriez même avoir dans votre bibliothèque. Et de toute façon, pareil, si vous voulez avoir plus on va le redire à la fin, mais encore plus de questions ou de demandes par rapport à tout ça, ben, déjà, vous pouvez vous abonner je le mettrai en fin et puis on va le mettre dans la bio sur l'Insta de Stan. Comme ça vous permet aussi voilà, d'échanger et puis de continuer, surtout d'acheter ce bouquin et puis après de lui faire un retour, ce sera toujours bien. Ça se trouve, il y aura peut-être un tome 2 un tome 3 et de prendre un peu le retour de tout ça, ben, comme ça sera vraiment cool. Mais là, je vois quelques-uns qui l'ont déjà lu et tout le monde dit que le livre est vraiment bien et exceptionnel. Donc voilà, ça c'est super cool. Ouais, j'ai des bons retours, je suis très content, aussi bien à l'unité que dans le civil, ou des jeunes qui m'écrivent sur le compte Instagram que j'ai créé très récemment, hein. Il n'est pas vieux, je l'ai créé à la sortie du Ok. livre pour accompagner un peu tout ça. Et ouais, je suis très content des retours sur Bon, le livre. top, parfait. Après, parmi les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui vont participer au Sofins, qui seront là-bas. Donc, à savoir qu'au Sofins, ben, tu vas certainement peut-être passer. Et ceux qui ont un bouquin, ben, je pense que tu es assez volontaire pour signer des petits autographes pour ceux qui veulent se le faire dédicacer. Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Si je croise des gens, je serai le premier jour au Sofins. Ok, Donc si je croise des gens qui veulent une dédicace, ce sera ouais. évidemment avec grand Ben, plaisir. on se verra, comme je t'ai dit, on se verra là-bas le premier jour aussi, avec Scoot. Scoot sera là-bas aussi, donc ça va être Ah oui, cool. tout à fait. Alors, les questions. Il y a une première question, donc je les prends un petit peu comme ça. Quelqu'un qui nous demande, après avoir validé le stage Beluga, comment se déroule l'affectation dans un groupe d'action?
est-ce qu'on est automatiquement assigné à un groupe ou est-ce qu'il y a un processus de sélection supplémentaire? Alors, en fait, c'est un peu les groupes qui font leurs courses parmi les stagiaires, sachant que il y a un groupe à chaque fois qui complète, qui participe à l'encadrement du stage Beluga. Donc eux, ils ont la primeur de choisir un équipier. Et puis après, on essaie de faire correspondre donc les desiderata des stagiaires qui s'expriment et puis les choix des groupes. Mais ce qui importe le plus, c'est vraiment le choix des groupes. Donc en fonction de leurs besoins, évidemment, parfois certains groupes ne prennent pas de stagiaires parce qu'ils sont déjà à toc et ils n'en ont pas besoin. Mais voilà comment ça se passe. D'accord. Et si les groupes sont à bloc, comment est-ce qu'on fait si le gars sort? De toute façon, s'ils sortent après le stage Beluga, ils sont obligés d'aller dans un groupe quand même. Ils peuvent pas être sur le Oui, côté en attendant. alors il y a toujours du besoin dans les groupes. De toute façon, dans Ouais. nos unités, il n'y a pas un flux d'entrée qui est énorme, donc on n'est pas en déficit, mais on arrive sans problème à absorber tous nos nouveaux opérateurs. Simplement, en fonction des périodes, les besoins varient en fonction des groupes. Donc parfois c'est tel groupe qui a besoin, des fois c'est tel autre groupe, mais il y a toujours plusieurs groupes qui ont besoin de jeunes équipiers. D'accord. Ok. Cool. Une autre question, toujours pareil, là, c'est quelqu'un qui m'a donné quatre questions précises. Euh, si quelqu'un souhaite intégrer un groupe CTLO, est-ce qu'ils peuvent directement postuler après le stage Beluga ou est-ce qu'il y a une période d'attente? Oui, c'est possible, mais ça reste conditionné à la réussite au stage Beluga, au stage CTLO, donc qui est un stage supplémentaire qui dure 5 semaines. D'accord? Et donc, si en fonction de ses aptitudes, un jeune opérateur en sortie de Beluga est perçu comme étant potentiellement capable d'intégrer un groupe CTLO directement, c'est possible. Et bien évidemment, ça reste conditionné à sa réussite à la qualification. D'accord. Ok, clair. Ensuite, sa question, c'est, étant donné qu'il existe actuellement une dizaine de groupes d'action, comme le CPA10, comment est-ce que le CPA10 gère l'arrivée des nouveaux opérateurs? Et est-ce qu'il y a des nouveaux groupes qui vont se créer pour absorber l'augmentation des effectifs? Et est-ce que les nouveaux stagiaires doivent-ils attendre qu'une place se libère dans un groupe existant? Donc là, ça reprend un petit peu ce que tu as dit avant, mais c'est surtout juste sur l'augmentation des effectifs. Parce que est-ce qu'il y a vraiment une augmentation des effectifs? J'ai pas l'impression, Non, mais c'est non, peut-être quelqu'un qui a des infos en interne et qui m'a posé ces questions-là, mais j'ai pas l'impression. non, il y a pas d'augmentation des effectifs. On est à peu près stable. Donc, il y a pas de création de nouveaux groupes. C'est pas un projet. Les nouveaux opérateurs intègrent les groupes et remplacent les départs. Sachant qu'un groupe qui est engagé bon, en général à 10 en opération, parfois plus, parfois moins, euh, il n'est pas à 10 en France, il est à entre 11 et 14 en fonction des périodes, ce qui permet de gérer les arrivées et les départs, et puis aussi de gérer les départs sur des stages de carrière longs ou des blessures d'opérateurs. Ouais. D'accord. Ok. Une autre question. Quelles sont les missions des autres groupes du CPA10 qui ne sont pas des groupes d'action? Alors, il n'y a que des groupes actions au CPA 10. Et puis on a des équipes THP, donc les tireurs haute précision, qui sont nos snipers, hein, comme c'est le même nom d'ailleurs Partout, euh, chez nous. partout hein, dans Ouais. toutes les unités. Mais bon, ce sont des opérateurs action aussi, sauf qu'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle un groupe action, ils sont dans une équipe de tireurs d'élite. Euh, pour un jeune qui sort de Beluga, il n'y a que ça, hein, c'est les groupes action ou les THP. Ok. Bon, après, moi, j'ai la réponse, hein. Je te pose les Oui, questions volontairement. Ça bien permet sûr. de créer le débat là-dessus. Est-ce que c'est possible de passer les tests de sélection à 25 ans, 26 ans? Est-ce qu'il y a un âge limite? Comment ça se passe par exemple? Est-ce que plus tu vas arriver tard, genre à 25 ans, après, tu vas peut-être être freiné dans ta progression en groupe? Ou alors est-ce que c'est bien d'arriver et de rentrer dans l'armée de l'air et puis après de pouvoir faire ça assez jeune pour pouvoir bien évoluer? Voilà, comment ça se passe au niveau de l'âge et tout en groupe chez vous pour, on va dire, avoir une carrière respectable et où tu peux vraiment évoluer? Alors, il y a pas vraiment de limite. Ok. C'est c'est plus que c'est plus on vieillit, plus c'est difficile de passer ce genre de stage, évidemment, et puis aussi de se remettre en question. Mais on a des sous-officiers supérieurs
qui se présentent pour intégrer l'unité. Donc parce que leur parcours de vie fait qu'avant, ils ne pouvaient pas se présenter pour des raisons personnelles ou autres. Et puis ils choisissent tardivement de le faire. Dans ce cas-là, bah, ils sont soumis aux mêmes conditions que les jeunes, et donc ils doivent passer par le stage Beluga. Ok. Donc c'est évidemment une vraie remise en question, et puis ça demande bah, d'avoir encore la caisse passée des fois on a 35 ans. On a qui ont fait. Alors c'est très rare, hein, c'est très très rare, mais on a qui ont fait entre 35 et 40 ans qui ont fait le stage Beluga. Alors, tiens là-dessus. Euh, et Ah, dans ce cas-là, bon, ils ont une carrière en groupe qui va forcément être plus courte, mais ça permet derrière de les employer comme sous-officiers opération, ok. donc les adjoints des chefs de mission ou chefs de mission en fonction des missions de qui la dirige. Donc voilà, il y a pas de limite. En revanche, euh, pour un officier, là, la limite, c'est le grade. On peut présenter le beluga seulement si on est lieutenant ou capitaine, sachant que le mieux, c'est d'arriver lieutenant, évidemment, puisque c'est ce qui permet d'aller en groupe. Et donc, le plus jeune on arrive pour un officier, le mieux c'est. Mais on a quelques officiers qui arrivent jeunes capitaines, donc qui font le beluga, et qui prennent tout de suite des fonctions de chef de mission, enfin tout de suite, avec une formation complémentaire et une transition. Mais bon, c'est plus difficile parce que ils ont tout à découvrir et à apprendre en même temps à un niveau de responsabilité supérieur. Donc le mieux pour un officier, c'est de devenir vraiment le plus jeune possible. C'est aussi mieux d'ailleurs pour un militaire du moment ou un sous-officier, mais c'est moins impactant. D'accord. Et une question qui est plus sur toi, ton profil. Pourquoi avoir choisi de suite officier et d'arriver en groupe en tant qu'officier et pas devenir homme du rang, puisque après, alors je sais pas si c'est comme dans la marine, mais le rôle d'un officier après en groupe d'action est un peu différent des opérateurs quand on arrive, que ce soit second maître, donc sergent, quartier-maître, donc caporal-chef ou les trucs comme ça. Pourquoi justement tu as choisi de suite officier? Alors en fait, moi j'étais déjà dans l'armée de l'air Ok, parce que j'étais rentré de ce qu'on appelle les élèves officiers du personnel navigant. Donc c'était des sélections que j'ai fait jeune, j'avais 19 ans quand je suis rentré, des sélections qui permettent de devenir personnel navigant. Et en fait, en faisant ça, quand on réussit la formation, on devient officier. On passe aspirant quand on a ce qu'on appelle le macaron. d'accord. Et donc moi, j'étais navigateur sur avion de chasse, sur, euh, sur Mirage 2000D. Donc Génial. j'étais en escadron de chasse. Et donc j'ai découvert l'existence du CPA-10 quand j'étais en escadron de chasse lors d'un échange. Et en fait, bah, j'ai eu envie de rejoindre le CPA-10 et j'ai demandé un changement de spécialité. Euh, Passé des négociations administratives qui ont duré un peu avec l'armée de l'air, j'ai réussi à obtenir ça. Et donc là, j'ai rejoint l'école des fusiliers commandos de l'air avec une promo d'officier. J'ai fait mon année d'école pour apprendre à être officier fusilier commando. D'accord. Et j'ai passé les sélections pour aller au 10. Donc quand j'ai fait l'année d'école, j'étais sous-lieutenant. Et ce qui fait que je suis arrivé jeune lieutenant. Et D'accord. c'est pour ça que j'avais le statut d'officier quand je suis arrivé. Ok. Et quel était comment tu étais considéré quand tu arrives jeune lieutenant dans un groupe? Parce que ben, quand tu arrives dans un groupe, il y a certains anciens, des anciens adjudants-chefs, des anciens sergents-chefs ou des anciens chefs. Et toi, alors je parle un petit peu comme dans la marine, hein, le fait d'arriver jeune lieutenant, comment ça s'est passé ton intégration dans un groupe? Ça ça s'est très bien passé. Je pense qu'en fait, il y a effectivement, moi, quand je suis arrivé, c'était encore particulier de ce point de vue-là, mais on était deux, trois à cette période-là, un l'année d'avant, et puis on était deux avec moi arrivés vraiment à être en groupe, puisqu'avant ça, il y avait pas vraiment d'officiers en groupe au CPA 10. D'accord. Mais ça s'est bien passé. Après, je pense que c'est des questions de rapport humain. Et puis par la suite, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment très très bien compris par les équipiers, euh, ils se sont rendus compte que c'est bien d'avoir des lieutenants qui arrivent, qui vivent en groupe, et puis après qui grandissent dans l'institution, qui montent en grade et qui exercent des responsabilités plus élevées tout en ayant connu ça et en les connaissant vraiment. Ok. Donc tout le monde comprend en fait l'intérêt d'avoir des officiers qui passent en groupe. Et,
Et passer on va dire, une période variable au début de 6 mois, un an pour vraiment apprendre son boulot, les officiers, donc je dis notamment pour les jeunes qui voudraient s'engager comme Ouais, c'est ce que officier, j'ai un lieutenant comme en question. groupe, il est vraiment chef de groupe. Ok. Euh, S'il fait l'affaire, s'il a réussi la formation, s'il arrive et qu'il s'intègre bien à l'unité, il est vraiment chef de groupe. D'accord. Et ça m'amène justement sur notre question. Si tu devrais conseiller un jeune là qui se pose des questions pour entrer justement, son objectif c'est de rentrer dans les forces spéciales et au niveau du CPA 10, est-ce qu'il choisit, comment est-ce qu'il peut choisir? Est-ce que ça va être en fonction de son niveau d'études ou alors est-ce qu'on va dire bah tiens c'est quand même plus intéressant de rentrer officier parce que tu vas peut-être être directement chef de groupe après un certain temps si tu fais l'affaire ou alors c'est très bien qu'est-ce qui va te différencier le type de on va dire de d'intervention et surtout au sein que ce soit une colonne ou au sein du groupe. Mhm. Qu'est-ce que voilà, quel est le rôle de chacun? Tu vas me dire peut-être que je sais, mais les opérateurs, bah, ce sera plus parce que c'est des gens qui vont être tout le temps devant, alors que le lieutenant, lui, va gérer sa stratégie pour le groupe, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des caractéristiques? Est-ce que voilà. Alors, euh, il y a plein d'aspects. Du coup, Ouais, bien je vais les sûr. prendre un par un. Mais juste par rapport à ce que tu dis, effectivement, un chef de groupe, il est un peu en retrait par rapport à son binôme de tête, etc. Mais il y a eu une habitude qui a été prise depuis des années maintenant d'avoir systématiquement des chefs de mission sur les opérations, ce qui fait que les chefs de groupe sont vraiment redescendus dans la tactique de contact pure et dure. Et cet aspect stratégie, gestion de la mission est un peu remonté au niveau des chefs de mission. Ok. Bon, c'est pas toujours vrai, mais voilà. Donc déjà, en tant que chef de groupe, on est quand même très dans l'action. Et après, là, il y a vraiment plein de facteurs personnels qui doivent guider le choix. Je pense qu'il faut d'abord choisir si on veut être officier, enfin si on veut s'engager comme officier ou comme militaire de rang du rang ou sous-officier. Alors déjà, je dirais que militaire du rang et sous-officier, en termes d'emploi, au début, il n'y a pas de différence puisque un sergent qui arrive, il est équipier Bien en sûr. groupe. Et la seule différence, c'est que au bout d'un certain temps, il va être chef d'équipe, adjoint et puis chef de groupe. Et donc là, le choix, je pense qu'il doit être guidé par la possibilité en fonction du niveau d'études. Si on a le niveau d'études, il faut faire sous-officier parce que ça offre plus de possibilités, tout en passant également, si c'est ce qu'on a envie de faire, d'être vraiment équipier pendant un certain temps. Euh, Après, pour ce choix-là, mais après, militaire du rang aussi, pour ceux qui n'ont pas le niveau d'études, ce qui est bien, c'est que chez nous, il y a de belles opportunités d'évolution professionnelle et la plupart des militaires du rang aujourd'hui passent, au bout de quelques années, passent sous-officiers D'accord. et certains s'en sortent très bien et montent. On a par exemple aujourd'hui un gars qui est rentré militaire du rang qui est adjoint d'un groupe et qui sera le prochain chef de son groupe dans un groupe CTLO Oxy. Donc voilà, tout est C'est possible. génial. Euh, et, euh, et donc après le choix officier sous-officier, c'est vraiment un choix de vie, je pense, euh, de savoir si on a envie plus d'être dans l'exécution ou plus dans la décision. Euh, il y a un vrai côté sympa à être dans la tête du groupe, enfin, je parle au niveau physique, d'être, je sais pas, d'être binôme de tête, d'être au cœur de l'action, ça a un attrait. Mais il y a aussi un attrait à être celui qui décide et qui commande l'opération. Donc ça, c'est plus une histoire d'appétence, sachant que euh, un sous-officier, à un moment, il va aussi atteindre des échelons de décision, mais il sera quand même toujours subordonné avec la structure de nos opérations quand même à des officiers, euh, enfin le plus souvent un chef de mission, donc un capitaine qui commande l'opération. Donc voilà. D'accord. C'est Après, pour être officier, il faut un certain niveau d'études aussi, ce évidemment. que j'allais dire. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que si on a le choix, qu'on a le niveau d'études, là, le choix se pose. Si on n'a pas le niveau d'études, bon, bah, le choix se pose pas. C'est clair. Et après, officier, c'est pareil, il y a plusieurs cursus. Euh, on peut rentrer comme officier sous contrat. Et là, quand on rentre officier sous contrat, donc ce que moi j'ai fait, même si c'était par un biais un peu indirect, euh,
on est lieutenant, puis capitaine, et normalement on reste capitaine. Euh, Moi, je suis passé commandant en fin de carrière, mais c'est pas c'est pas toujours le cas. Et surtout, je suis resté capitaine pendant très longtemps. Donc, en étant officier sous contrat, on est chef de groupe et chef de mission, donc on est sur le terrain. Ok, C'est à partir du grade de commandant qu'on passe dans les parties état-major et qu'on n'est plus vraiment sur le terrain. d'accord. Et, et à l'inverse, si on rentre ben, par le concours pour faire l'école de l'air, etc., bah, on va avoir un grade de capitaine moins long, et puis après on va monter dans les galons, et puis on va prendre d'autres responsabilités, mais ça peut aussi avoir un attrait. C'est-à-dire que ça permet de monter haut dans les échelons de l'armée et d'atteindre des niveaux de décision supérieurs. Après, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un choix. Il y a aussi le choix de faire une carrière longue ou courte. Ouais, Officier sous contrat ou sous-officier, on peut faire une carrière courte. C'est-à-dire qu'on fait ses 20 ans et puis on part avec une pension. Mais on a aussi la possibilité de rester. Parce que quand on est officier sous contrat, on peut passer de carrière. Typiquement, le chef du CPA10 aujourd'hui, c'est un officier sous contrat à l'origine, qui a d'accord. décidé de passer de carrière et qui a passé le concours de l'école de guerre. Donc en fait, il y a vraiment plein de passerelles et de possibilités. Ok, ça c'est vraiment cool. Et on va parler un petit peu, on va dire, plus au niveau budget, parce que c'est une question aussi qui intéresse. Est-ce qu'il y a une grosse différence de salaire? Quand je dis une grosse différence, une très très grosse différence de salaire entre un officier et un sous-officier quand tu rentres à l'armée au CPA 10, donc un peu dans toutes les armées, mais au niveau du CPA 10. Alors au CPA10, c'est pareil que dans tout le reste de l'armée, c'est les mêmes grilles de solde. Et oui, il y a une différence de solde entre un officier et un sous-officier, ça c'est certain. Oui, Sur l'aspect pécunier, on gagne bien mieux sa vie en étant officier. officier que sous-officier, même si déjà dans l'armée, les gens sont quand même correctement payés. Et puis dans nos unités, comme on est tous parachutistes, on a des primes, donc on est encore un peu un cran au-dessus. En plus, on fait beaucoup de missions, donc voilà. Mais oui, évidemment, et avec le niveau de responsabilité, va un niveau de salaire. Mais encore une fois, tout est possible. Tu sais, on peut rentrer sous-officier, passer le concours semi-direct pour devenir officier, ou alors même plus tard, une fois qu'on est adjudant, faire ce qu'on appelle les rangs et devenir officier plus tard. Ouais. C'est ça qui est formidable en fait dans ce métier, c'est que on a des gens, et t'en connais aussi, mais il y en a eu aussi dans la marine, des gens qui sont arrivés matelots. Donc c'est première classe, il y a vraiment une barrette avec son bachis dans la marine et après qui est devenu alfusco. Et en fait c'est quelque chose que dans certains milieux tu peux pas en fait, tu peux pas arriver matelot et terminer, c'est exceptionnel. Ah, Et c'est ça qui est cool. il y a un vrai ascenseur Ouais, social dans l'armée, ça c'est certain. exactement. J'ai une petite question sur la différence entre le CPA 10 et le 30, parce que maintenant ils font partie du COS, et c'est vrai que j'ai quelques collègues et des personnes que je ne connais pas du 30 qui m'ont assuré que c'était des forces spéciales aussi maintenant comme le 10, qui font les mêmes choses, etc., etc. Après, je creuse pas parce que bon, c'était pas bon, je m'en fous un petit peu en fait. Mais justement, tu vas peut-être pouvoir répondre. Est-ce que le 10 et le 30 c'est la même chose? Non, pas du tout. Le 30 a rejoint le COS pour fournir des appuis spécialisés, un peu comme le commando Voilà. Kiefer dans la marine. Ouais. Donc ils ont des cellules spécialisées avec donc drones, NRBC, guerre électronique, appui SIC, enfin voilà ce genre de choses. Donc ils sont là pour fournir des capacités techniques aux opérations du COS, mais ils n'ont pas de groupe action. Alors même si dans le CPA 30, il y a également euh, une mission conventionnelle, mais qui est à côté, qui est la mission de RESCO, où ils ont Ok. des équipes qui font ça. Mais voilà, ils ne participent pas aux missions d'action du COS et ils n'ont pas de groupe action, quoi. D'accord. Et dans la même question, il m'a posé comment est-ce que si, en gros, hein, il m'a marqué si je me fais chier au 30 et que j'arrive au 30 et que je veux passer au 10, est-ce que ça se fait comme ça? Il y a un petit stage de formation pour me passer au 10 ou alors je dois tout refaire? Comment ça se passe? Alors, il ne doit pas tout refaire, mais il doit se présenter pour faire le stage Beluga. Ok. Donc ça, il y en a de temps en temps. Alors, si un gars arrive au 30, je pense que le CPA 30 va lui demander de rester peut-être au moins 1 ou 2 ans pour le faire travailler un peu au CPA Ouais. 30 avant de le laisser partir. Mais sinon, il se retrouve dans les mêmes conditions que tout le monde, c'est qu'il doit passer les sélections et faire le stage Beluga. Puisqu'il n'a pas passé ce niveau d'exigence au préalable. Donc, il doit passer par là.
D'accord. Après, pour le coup, je pense que pour quelqu'un qui a un profil très très technique, qui s'intéresse beaucoup aux drones ou qui aime bien bidouiller l'électronique et qui a moins la fibre combattant, c'est une unité qui offre de très très belles opportunités. D'accord. Et il y a des shooters ops et des shooters oxy au 30. Non, il y a pas de shooter Oxy au CPA Par 30. contre, des shooters ops, il y en a? Oui. Ils ont des gens qui sont qualifiés shooters dans leurs différentes cellules. Ouais. Ouais. D'accord. Il y en a quelques-uns. Et ces gens qui sont shooters justement au CPA 30, c'est quoi leur rôle? Est-ce qu'ils font aussi des sauts en shoot ops quel est leur rôle en tant que shoot ops dans des groupes justement d'appui? C'est pour. Bah, c'est pour pouvoir éventuellement être mis en place en chute quelque Ok. part. Bon, c'est jamais arrivé hein, encore. Mais voilà, c'est pour ça. Ok. Top. Alors, une petite question, donc là, pareil sur toi, sur ton parcours. Est-ce que tu peux juste un petit peu expliquer comment toi, tu t'es préparé pour les tests, comment ta préparation? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Ouais, bah alors, à l'époque, je dirais déjà qu'on se posait quand même vachement moins de questions. Clair. C'est clair. Donc, bah, j'ai fait du sport, quoi. J'ai fait du sport, je me suis entraîné dans tous les domaines. Alors, j'étais déjà sportif, euh, mais voilà, j'ai couru, j'ai fait des pompes, des tractions, des abdos, enfin tous les trucs, des fois un peu de salle aussi. Enfin, voilà, je me suis entraîné, j'ai fait du fond, du fractionné, euh, comme ce que je conseillerais aujourd'hui à un jeune qui veut se préparer physiquement, il faut être complet pour se D'accord. présenter dans les forces spéciales. Il vaut mieux être complet que ultra champion dans un domaine. Il n'y a Mais pas de champion du monde. si tu es ultra champion dans un domaine et qu'en plus tu es complet à côté, Top. c'est sûr que ça gâche rien. C'est clair, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur, toi, dans ton parcours de stage? Est-ce que c'était le sommeil? Est-ce que c'est le fait d'être mouillé? Alors, je sais pas si c'est comme chez nous, vous êtes tout le temps trempé, H24 et tout, Euh, ou voilà. je pense qu'on est moins trempé que chez vous, Mais bon, ça forcément. Mais oui, oui, il y a aussi ça parce que bon, c'est un outil assez simple pour casser un peu le moral. Donc forcément, c'est utilisé aussi chez nous. Et donc le plus dur, bah, c'est ça, c'est le moral. C'est quand on a, quand on a chié toute la journée, que tu as marché toute la nuit, que tu as fait la mission, l'exercice qu'on attendait de toi, que tu crois que ça y est, c'est fini, tu vas te reposer, et puis l'instructeur arrive, et puis c'est reparti. Aller faire ci, aller faire ça s'arrête jamais. L'incertitude permanente, c'est ça qui est le, moi, je pense que c'est pareil partout, hein. c'est partout pareil. C'est pas vraiment physiquement que c'est dur, c'est vraiment Pression c'est psychologique. ouais, c'est le fait de quand t'es vraiment épuisé parce qu'on dort jamais et puis bah, enfin, t'en as juste marre quoi. Ouais. Donc là en fait tu tiens qu'avec la tête et d'ailleurs c'est ce qu'on veut tester chez nos recrues, hein. C'est pour ça qu'on leur met le compte. C'est pas par sadisme, c'est pour vérifier qu'ils ont le moral qui tient et que le jour où on sera en mission avec eux, ils nous lâcheront pas. Et puis des fois en mission réelle, on se met bien le compte aussi. Et puis on n'a pas dormi pendant la nuit parce qu'on était en mission. On rentre et en fait il faut repartir parce que il y a une cible qui est apparue et puis les autres groupes ils sont déjà aussi occupés. Donc il n'y a que toi et donc tu y retournes. Et tu y retournes, tu es déjà éclaté et puis tu démarres une mission. Donc ça c'est important de le tester dès l'entrée. Ok. Et j'ai une question justement qui demande quelle a été pour toi la partie la plus dure de ton stage? Est-ce qu'il y a une partie vraiment où tu t'en souviens, ou c'était peut-être le, le petit moment où tu te dis, waouh, en fait, je commence j'en ai marre, en fait. Est-ce que tu as eu un petit moment de doute à un moment dans ton stage? Et si oui, c'était quoi comme Alors, moment? de doute, non, parce que enfin, j'étais motivé, bah, comme tous ceux qui finissent le stage, hein, mais j'ai pas vraiment de moment particulier. C'est des petits moments, comme je disais, hein, les petits moments où tu es crevé et t'en as marre, mais bon, bah, il faut y retourner, c'est là que c'est dur. Et ça se répète régulièrement, en fait. Donc, il n'y a pas un moment, non, il n'y a pas un moment où. Plus dur. Euh, moi, enfin, les trucs qui m'ont le plus mis le doute, en fait, c'est comme en tant qu'officier, tu es un peu plus testé pendant le stage sur
enfin, on attend plus de toi. C'est-à-dire que tu fais le stage équipier comme les autres, mais en plus, quand il y a des exercices, tu es en situation de commandement et donc il y a des exigences supplémentaires qui se Ouais. rajoutent. Et c'est vrai que des fois, quand ça foire et que les instructeurs sont évidemment mécontents, etc., bah, tu te remets vachement en question parce qu'en fait, c'est toi qui dirigeais le truc et forcément, ça met un peu de doute, quoi. Donc c'est ça peut-être qui m'a amené à le plus me questionner, à me remettre en question, quoi. Ok. Et j'ai une question de Scoob, là, je viens de voir et je vais la lire parce qu'elle me fait rire. Il me demande si est-ce que le fait de faire un stage à 650 balles à peu près avec des burpees de partout et quelqu'un qui est un peu comme un ninja, est-ce que ça peut aider justement à rentrer dans le CPA 10? Je suis pas vraiment sûr de ça. Je la lis parce que elle me fait rire, c'est pour ça que je vois sa question et du coup bah, je la lis comme Non, il a marqué. ouais, je pense pas qu'il y ait besoin de dépenser d'argent pour se préparer parce que il y a plein d'infos qui sont en accès libre. Bah déjà là, et puis encore une fois, enfin, pour ce qui est de la condition physique, parce que c'est souvent ça hein, qui est vendu, c'est des stages de condition physique. Euh, il n'y a pas de secret. Enfin, faut être endurant. Donc après, tu fais un peu de sport d'endurance. Tu fais du renforcement musculaire de tous les muscles. Faut être fort de partout. Faut pas être ultra fort de partout. Enfin, c'est encore mieux si tu es ultra fort, mais faut juste être costaud et solide de partout. Ce qu'on attend des gens, c'est que Une c'est ça, polyvalence en fait, il faut vraiment c'est d'être il polyvalent. faut vraiment Hein. une bonne Donc polyvalence. Ouais. de l'entraînement au poids de corps et de la course et un peu de course à pied, du fractionné, ça suffit. Après, voilà, il y a des disciplines, je sais comme le CrossFit, qui sont très pratiquées aujourd'hui. C'est pas obligatoire. Le CrossFit c'est bien parce que c'est assez complet. Donc je pense que c'est pas mal. Après, il faut pas, euh, disons que souvent en CrossFit, comme il y a De la charge. des activités de beaucoup de charges avec notamment tout ce qui est haltéro, c'est source de blessures. Donc ça nécessite de passer beaucoup de temps sur une séance pour s'échauffer, pour préparer les articulations, pour pratiquer ce sport-là. Donc quand on est dans une phase de préparation et qu'on a le temps, pourquoi pas? Mais il ne faut pas devenir dépendant de ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il faut être capable de basculer sur un mode d'entraînement plus dégradé où on a moins de temps pour s'entraîner. Et donc là, on va peut-être éviter l'haltéro qui entraîne des gros risques de blessures parce que si on n'a qu'une demi-heure ou une heure pour faire une séance, il y a un risque de blessure qui est augmenté. Mais, Exactement. euh, mais voilà, toute pratique est bonne, même la natation, les sports de combat. Les sports de combat, c'est excellent parce que ça travaille le cardio, la force, la coordination et aussi le mental. Donc, en termes de préparation mentale, ça c'est pas mal. Et puis Ouais. après, les gens qui se mettent des défis, qui font des trails un peu difficiles, je pense que pour le mental, c'est une bonne manière de se tester. Exactement. En fait, la plupart des coachings que l'on fait, que ce soit pour ceux qui préparent les tests du GI, du CPA 10, des commandos et tout, c'est de vraiment travailler euh, des différentes qualités physiques à travers différents entraînements, mais toujours en donnant un maximum de contraintes. C'est comme tu l'as dit, tu peux être champion du monde de traction. Au bout du troisième jour, ce sera comme tout le monde. Parce que si en plus t'es champion du monde et qu'on sait que t'es champion du monde, il va y avoir une pression encore plus qui va se mettre sur toi. Et du coup, ben, ton tout champion du monde de tout ce que tu es, ben, c'est vraiment, c'est pas ça qui va ressortir. Ça va être ben, le moment où tu vas essayer de rester lucide pour ne pas craquer. Parce que tu vas avoir des contraintes, Ouais. comme tu l'as dit, de fatigue. On revient sur la nourriture. On a eu beaucoup de gens. C'est pour ça que le CrossFit, c'est très bien. Nous, en tout cas, hein, dans la partie vraiment sur les sélections pour les commandos, et je pense que c'est un peu partout pareil, c'est que dès le départ, on leur demande vraiment de maîtriser leur poids de corps. C'est-à-dire d'être hyper polyvalent, toujours pareil, ce même terme, un chat maigre, hein, de bien courir, de bien tractionner, pomper et tout et tout. Après, ils auront le temps de prendre de la masse et de pouvoir développer de la charge. Mais plus ils vont être résistants, plus ils vont être habitués, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils vont pouvoir courir. Ensuite, ils vont peut-être pas très bien manger, mais même s'ils ont pas très bien mangé, ils vont pouvoir quand même faire des efforts, répéter, répéter, répéter. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est ce qui va plus jouer sur le mental. Et qu'une fois que le mental, à un moment, il flanche, en fait, le physique ne suit plus.
Tu peux avoir Ouais. des bras qui sont comme ça, mais une fois que ta tête, elle te dit non, t'as plus envie et t'as plus la force et t'as plus rien. Donc, Ouais, il faut pas être dépendant d'un confort exactement. ou de petits réglages fins. Ok, j'ai ma petite boîte de trucs que je mange à telle heure, etc. Parce que bah, ce sera pas le cas, ce sera pas le cas en mission ou même en entraînement. Dans les fesses, faut être capable d'aller faire son sport le ventre vide et quand il pleut, quand il neige. D'ailleurs, c'est une bonne manière de se préparer aussi, c'est de s'habituer. Ok, moi j'ai décidé que je vais courir tel jour et puis il y a une drage, bah, j'y vais quand même. Exactement. Et au niveau, je me suis mis une cuite hier soir, c'était pas prévu, j'avais prévu de faire mon sport, bah, j'y vais quand même. C'est une bonne Exactement. manière aussi de se mettre à l'épreuve. Et puis voilà, faut pas être dans un petit monde trop douillet parce que chez nous, les gens vont se retrouver dans l'inconfort. Donc c'est bien de s'habituer à l'inconfort. C'est clair. Et puis c'est surtout qu'il y a souvent des cuites et on va quand même courir parce qu'on est obligé d'aller courir. Donc en fait, il faut apprendre aussi à courir avec avec une Ouais, bonne cuite. c'est clair. J'ai une autre question. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit bien connaître, alors qui connaît peut-être l'armée de l'air. Il me demande s'il y a-t-il des possibilités de parrainage pour un MTA AB initio. J'avoue que je sais pas ce que c'est AB initio, mais sa question c'est ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de parrainage? De quelle forme de Je parrainage sais pas. on Il parle? demande ça. Il demande dans les questions s'il y a des possibilités de parrainage pour un MTA AB initio. Après, si tu comprends pas la question et Alors, que c'est pas très clair, on n'y répond pas, hein. ce qui est sûr, c'est que nous, on recrute ab initio. Ça veut dire que un MTA, il peut s'engager pour essayer d'aller directement au CPA10. Il n'est pas obligé de D'accord, passer en par d'autres direct. unités avant. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il va venir directement au Beluga, mais ça veut dire que quand il s'engage pour ça. Et donc, il va aller faire les stages de formation de fusilier commando de base. Ok. Et dès qu'il les aura fait, dès qu'il aura rempli tous les critères nécessaires, il pourra venir se présenter aux sélections du Beluga. Donc, on va dire au bout de une grosse année d'armée, quoi. D'accord, ouais. Donc je pense qu'en fait sa question ça va être un peu s'il y a une passerelle ou un parrainage, tu vois, tu vas dire bah tiens lui prends le de suite pour qu'il aille faire son test et en fait non il devra faire quand même une grosse Ouais, faut faire formation. bah, faut arriver avec des bases, donc faut faire la formation de base, mais on peut voilà venir directement après cette formation de base sans passer par une autre unité. Ok, et il a reposé une autre question. Est-ce qu'il y a la possibilité de SP SC3 en AB initio MTA? T'as le mec qui me Ouais, parle en. ouais, alors SC3 c'est secours au combat niveau 3, donc c'est Ok. les auxiliaires sanitaires. Euh, donc bah, on a donc dans tous les groupes FS et donc pareil au CPA10, on a des spécialistes secouristes au combat. Donc c'est plutôt des niveaux SAC 2, mais après pour les leaders, des fois ils ont un niveau qu'on peut dire quasiment 3. Alors parfois, SC3 parfois c'est un peu tendancieux parce que des fois c'est les infirmiers. D'accord. Donc je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais ce qui est sûr c'est que voilà, on a des secouristes au combat dans les groupes qui sont très bien formés, qui ont un très bon niveau. Et puis après, on a des infirmiers et des médecins qui nous sont rattachés, comme dans toutes les unités FS, qui passent par le stage Beluga et qui nous accompagnent sur le terrain, qui sont formés chuteur opérationnel et même Oxy, bah, comme chez les commandos marines Ouais. ou à Bayonne ou au Souge. Ok. Et il y a une autre question, bah, ça c'est une question de Scoop, mais je pense que c'est parce qu'il veut faire parler là-dessus. Il dit, on parle souvent des gras chargés de l'action finale d'une opération. Peux-tu parler un petit peu de toute la chaîne d'SP, RANS, IP, LOG qui œuvrent dans les FS et participent indirectement à la réussite de la mission? Oui, bien L'observateur de sûr. Scoop. Il me Donc, pose des questions, j'ai l'impression qu'il me fait une interview, Scoop. À mon avis, il teste, hein, pour voir si tu es donc encore à jour de tout ça. CPA10 et on a effectivement le cœur de l'unité, c'est les commandos action avec les 10 groupes, les THP et puis les cellules de commandement tactique. Et puis autour de Ok. ça, on a un soutien et on a donc une partie renseignement. Donc on a un bureau renseignement avec des officiers de renseignement, des exploitants renseignement, des analystes images qui font des missions aussi. Donc pas les mêmes évidemment, mais qui font des missions et puis qui travaillent avec nous pour préparer nos opérations. D'accord. On a voilà, des mécaniciens auto qui font parfois aussi des missions en tant que conducteurs des véhicules tactiques. On a une logistique, des SIC, donc les systèmes d'information et de communication. Et puis après, bon, des soutiens plus métropole, hein, comme la compta, le secrétariat, tout ça. Donc Ok. il y a plein de spécialités, chacun a un rôle, mais pour ces gens-là, le recrutement, il est plus classique. C'est des gens qui sont rentrés dans l'armée de l'air pour faire cette spécialité, et puis après, qui ont répondu à une prospection, D'accord. et puis qui sont sélectionnés pour venir chez nous.
Donc là, c'est un cursus qui n'est pas vraiment directement fléché au CPA10. C'est vraiment, d'abord, il faut s'engager dans l'armée de l'air dans un métier. Et bah, si on répond à la prospection et qu'on fait l'affaire, on peut venir faire ce métier au CPA10. D'accord. Est-ce qu'ils ont un petit stage d'aguerrissement ou un petit truc qui s'apparente Oui, aussi oui, pour... donc, et donc quand ils arrivent, ils ont un stage d'intégration. D'accord. Donc, c'est pas formation comme Beluga, c'est intégration qui se fait en parallèle du Beluga. Et donc, parfois, ils sont avec les stagiaires Beluga sur certains items, parfois, ils sont à part, ou ils sont avec eux, mais ils font des choses différentes. C'est-à-dire qu'ils sont employés dans leur domaine de spécialité. Mais voilà, on les intègre pleinement à l'unité et en fonction de leur spécialité et du besoin du niveau opérationnel qui sera attendu d'eux, et ils ont un stage qui est plus ou moins long et plus ou moins poussé. Voilà. Celui pour lequel il est le plus poussé, c'est les médecins et les infirmiers dont j'ai parlé, qui eux font vraiment la totalité du beluga. D'accord. Et puis après eux, c'est plutôt les spécialistes renseignement et mécaniciens auto qui font le stage le plus complet. Et puis après, voilà, ça dégrafe en fonction des SP. Certains SIC aussi, parce que euh, on a des radios de terrain, donc le radio qui accompagne le chef de mission. C'est en général des commandos qui sont devenus radio en groupe, et puis après radio du capitaine, ou parfois même directement en sortie de Beluga, parce qu'ils ont cette vocation-là. Et puis on a aussi, de temps en temps, on en a un qui est de spécialité d'abord mécanicien radio, et puis qui souhaite aller sur le terrain, et donc bah, on le met à l'épreuve, il fait le beluga, donc avec un peu moins d'exigence sur des aspects comme le combat milieu clos, ce genre de choses, D'accord. mais voilà, on a certains spécialistes qui sont employés comme radio de terrain. Ok. Ok, ok. Parfait. J'ai aussi une petite question, parce qu'on parle beaucoup, forcément, c'est un monde, on parle essentiellement des gars, etc. Mais est-ce qu'il y a des femmes au CPA 30 ou au CPA 10? Est-ce que tout c'est ouvert comme chez nous, elles peuvent passer les tests et il n'y en a aucune qui a réussi? Ou quel est le rôle justement des femmes dans ces groupes, s'il y en a? Il n'y en a pas. Il y a pas de femmes en groupe. Au CPA10, les seules femmes qu'on a, elles sont dans des fonctions de soutien. D'accord? On a eu des femmes officiers de renseignement, Ok, mais bon, voilà, donc c'est quand même en retrait. Mais en niveau commando, il y a pas de femmes au CPA10. Alors c'est théoriquement ouvert, ok, comme le stage commando marine, mais il n'y a jamais eu aucune femme qui se présente aux sélections. d'accord. Alors, sans aucune misogynie, je pense que ce serait vraiment très très difficile. Que j'allais Mais dire, est-ce que c'est comme chez nous? Parce qu'en fait, chez ouais, nous, il y a déjà eu des femmes qui ont utilisé, il y a eu une femme à l'époque quand j'étais qui avait essayé, qui était très très mhm. physique. Mais après, le problème, c'est qu'en étant très très physique, elle était limitée puisqu'il n'y avait pas de différence, que ce soit au niveau des barèmes, au niveau des barèmes, pardon, au niveau des poids des sacs et tout. Et donc après, forcément, 70 kilos sur une femme qui pèse 50 kilos ou 60 kilos, bah, c'est beaucoup plus au niveau de la masse musculaire, c'est beaucoup plus compliqué en fait, à durer dans le temps avec du matos, etc., etc. Ouais, bah c'est ça, hein, il y a enfin, il y a les barèmes, enfin, il n'y a pas de double barème, hein, il n'y a qu'un barème, donc il faut Ok, réussir, et bon, c'est sûr que ça paraît assez difficile, mais théoriquement, en tout cas, c'est ouvert. Voilà, donc, d'accord. euh, Top. J'ai une question qui demande si est-ce que c'est possible de rejoindre le CPA 10 en passant par l'école d'armée de l'air de Saintes. L'école d'armée de l'air de Saintes. euh, Oui, non, oui. alors à Sainte, c'est les Arpètes, je pense, c'est des gens qui font un lycée militaire pour devenir mécanicien. Ouais. Donc normalement les Arpètes, ça destine plutôt à des spécialités de mécanicien. Ok. Mais après, il y a des changements de spécialité qui sont possibles, et oui, oui, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens issus des Arpètes qui viennent en tant que commando CPA10. Ok. Il faut d'abord qu'ils Euh, rejoignent l'aspect fusilier commando. d'accord. Après, j'ai une question, je trouve qui est intéressante. Comment maintenant que tu te projettes sur l'avenir et que tu vas quitter, comment tu vas combler ce manque d'adrénaline dans le civil? Ah, ça, ça, c'est une bonne question. Euh, alors, la transition est pas simple. Alors, bon, je suis quand même
J'ai quand même eu la chance de voir une belle carrière, donc je suis assez rassasié en termes d'adrénaline. Je ne peux pas me plaindre. Je pars pas en me disant ah j'aurais aimé faire ci ou ça. Je suis assez content de tout ce que j'ai eu l'opportunité de faire. Mais oui, c'est pas simple de se projeter et le plus gros du boulot là sur mon travail de reconversion, ça a été d'abord de réfléchir à ce que je voulais faire après et d'éliminer comme ça petit à petit les différentes options. Euh, là aujourd'hui, ce vers quoi je me dirige, c'est c'est d'être indépendant et de faire du conseil et conférencier consultant parce que c'est assez varié, on voit des personnes différentes, Ok. on a une liberté voilà, d'organisation, donc je pense que c'est bien, puis ça permet aussi d'explorer d'autres choses à côté. Euh, Et tu veux faire. Quand on a servi pendant longtemps, enfin moi l'engagement c'est quelque chose qui me parle et j'exclus pas par exemple le fait de m'intéresser à la politique, Ok. certainement à l'échelon local, hein, Tu veux être maire peut-être à du village. peut-être à côté, ouais, ou enfin, peut-être pas, peut-être à un niveau en dessous, je sais pas. Ok, c'est cool. Cool, cool, cool. Eh ben on a un collègue qui était au 13, qui était au 13e RDP, qui est maintenant dans la politique. Euh, en plus, il est conseiller technique pour le film, pour la série Cœur Ah Noir. oui, Merde. oui, oui, Loizizi. oui, ok. Loizizi, qui est maintenant, il est pas maire, mais il est dans la politique et il était au 13. Ouais, 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 Ouais. je vois bien. Ouais. Bon, on le verra certainement, je crois qu'il sera, ouais, il sera au film, il passera. On a encore un petit peu de temps. Comment ton expérience militaire et ta carrière, est-ce qu'elle a influencé ta vision de la vie? Forcément, voilà, est-ce qu'elle a influencé la vision de ta vie, ton engagement et tout ce que tu as pu voir? Et tu le sais comme moi, tu as pu voir forcément le plus mauvais de l'être humain comme le meilleur des fois. Et justement, est-ce que tout ça, du moment où tu es rentré au CPA 10 et maintenant où tu vas bientôt quitter, est-ce que tout ça, ça a changé quelque chose en toi et une autre vision? Ah oui, bien sûr. Alors déjà, je pense que on est tous façonnés par la vie qu'on mène, donc je pense que c'est valable aussi dans dans des tas d'autres métiers, mais là, chez nous, je pense que c'est vraiment exacerbé. Je pense qu'on sort pas indemne d'une carrière dans les forces spéciales, avec toutes les missions qu'on fait, comme tu dis, tout ce qu'on voit de pire chez l'être humain, mais aussi, et ça tu l'as souligné, vraiment le meilleur, parce que la fraternité d'armes, la vie de groupe qu'on connaît chez nous, euh, et ça, On n'en retrouve jamais. tous les anciens le disent, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Non. Euh, Parce qu'en fait, on vit vraiment ensemble et les uns pour les autres. Et ça c'est vrai que je pense que c'est vraiment ce qui reste comme ce qui doit le plus manquer quand on part. Ouais, Moi, je suis le, pas c'est, encore vraiment parti, mais ouais. c'est le plus dur et c'est surtout, comme tu l'as dit, ce qui est le plus fort. Et j'en parle quand des fois je me demande pour des conférences et tout, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans ce milieu-là, comme tu dis, c'est qu'on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, on a un groupe, mais malgré qu'on soit un groupe et que tu peux faire confiance à 1000% à ton collègue, c'est peut-être ce même collègue avec qui, dans le civil, tu ne passerais pas peut-être 10 minutes à boire un café avec lui parce que tu peux pas le voir. Mais par contre, on a cette façon on a cette facilité en fait. Ça va aussi dans l'adaptabilité, tout ça. On a j'ai envie de dire, c'est pas ouais, c'est une force de dire, bah là, on est ensemble, on est en groupe, tu peux compter sur moi, mais vraiment, il n'y a aucun problème. Et moi, je peux compter sur toi. Par contre, dans le civil, non, on fera pas de soirée ensemble parce qu'on n'a pas d'affinité dans le civil, en fait. Et ça, c'est compliqué parce que dans le civil, ça marche pas comme ça. Dans le civil, si t'aimes pas quelqu'un, tu l'aimes pas, que ça soit au boulot, tu peux pas le voir. Dans le civil, tu peux pas le voir et tu vas pas faire quelque chose pour lui apporter quelque chose en civil. Si tu as un dossier à bosser dans une entreprise, mais le mec, tu peux pas le voir, tu dis se démerde, en fait, tu te démerdes, je vais pas t'aider. Et dans l'armée, on n'a pas ça. On n'a Ouais, pas. On a des bah, gens qui essayent un peu, mais après, ça marche il pas. y a la saine pression du groupe, ouais, qui fait que bah, t'œuvres pour le collectif. Donc Exactement. euh, en fait, le loup n'est rien sans la meute et la meute n'est rien sans le loup. Très beau. Donc tu, euh, tu dois à la meute de remplir ton rôle et à l'inverse, la meute t'accueille et te fait grandir. Donc Exactement. je pense que effectivement ça fait
ça fait bien évoluer. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment agréable quand on est dedans, même si des fois on est vraiment dans des situations de merde. Bah, on y est avec les copains, donc c'est quand même chouette. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, Au niveau de la, justement, là, si tu devrais, je sais pas, alors c'est pas du tout de la, comment tu pourrais motiver un jeune justement à dire, ben voilà, il faut venir au CPA 10 parce que le CPA 10, on va faire, on a ça, c'est très, je sais le faire pour la partie commando marine, les mecs du GI savent faire pour le GI, mais si je veux rentrer au 10, parce que c'est vrai que le 10, même si beaucoup en fait ne sont pas au courant, et je le dis souvent, hein, moi j'ai connu le 10, bon je suis un peu plus ancien que toi, mais le 10, j'ai connu le 10 où ils faisaient que du resco, c'est-à-dire qu'on les voyait arriver, c'était pas du tout comme après, il y a eu une évolution forcément avec des conflits où ils sont devenus vraiment voilà une vraie unité du COS avec la partie opérationnelle qui est devenue très très bonne, mais c'est encore toujours pareil, on va dire l'armée de l'air, c'est un peu moins dur que ceci que cela, alors que c'est pas du tout ça. Et justement, comment est-ce que tu peux motiver un jeune qui fait le choix entre le premier PMA, les commandos marines, et lui dire bah non, en fait viens au 10 tu vas faire des trucs de fou. Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, je pense qu'en termes d'engagement et de mission, c'est pareil d'aller chez Commando Marine au premier ou au CPA 10. Euh, Moi, quand j'ai eu la chance d'arriver au moment où justement cette transition du CPA 10 était vraiment bien avancée, et puis elle a continué par la suite, et on a vraiment atteint un super niveau opérationnel, d'autant plus que on a été finalement presque un peu plus engagé que les autres sur les Ouais, opérations majeures du COS. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est moins on a nombreux beaucoup tourné là. et qu'on a certaines capacités qu'il fallait tout le temps mettre sur les opérations majeures, et ben en fait, on tournait que sur ces opérations-là. Et du coup, on a engrangé une énorme expérience, et du coup, l'expérience entraîne le rétex et la progression. Et après, pour ce qui différencie le CPA 10 de nos camarades de la marine ou du premier PMA, je pense que alors, faut pas venir en se disant que ça va être moins dur. Ça, les gens vont être déçus parce que on a les mêmes stages de sélection et de formation. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Ce qui est différent, c'est qu'on est plus petit. Le CPA 10 c'est la plus petite unité action des forces spéciales. Enfin, si on compare à l'ensemble des commandos action pour la marine. Parce que c'est sûr Ouais, que si on prend juste Trépel ou juste Jobert ou juste Hubert, ils sont plus petits que ouais, nous. Mais si on prend l'ensemble des commandos marines, nous on est voilà, et le premier PIMA, nous on est les moins nombreux, donc déjà on se connaît tous. Euh, tout le monde connaît tout le monde au CPA 10. Donc c'est vraiment familial de ce point de vue-là, et c'est vraiment une entité unique avec un chef. Donc par rapport aux différents commandos marines qui sont regroupés à Alfusco, euh, c'est cette entité totale qui est très familiale, et en termes d'ambiance de travail, de fraternité, c'est vraiment très appréciable. Et après, bah, voilà, c'est aussi dans tout ce qui est spécificité technique du CPA 10 pour si quelqu'un s'intéresse un peu plus à l'aviation, tout simplement, s'il veut guider des avions de chasse, bah, il n'y a pas des JETAC, donc ceux qui guident les frappes aériennes, il n'y en a pas que au CPA 10, mais il y en a plus au CPA 10 qu'ailleurs. Nous, on en a dans tous nos groupes au moins un. Là où chez les commandos marines ou première PMA, il n'y en a que, je sais pas, peut-être une dizaine au total. Voilà, chez nous, il y en a, rien qu'au CPA 10, qui est la plus petite des unités, il y en a entre 25 et 30. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, au niveau para, euh, on a une plus forte proportion de shooters opérationnels aujourd'hui. Et pareil pour les shooters Oxy. Et puis, bah, on est sur une base aérienne avec les avions à côté. Donc, de ce point de vue-là, on a des facilités pour pratiquer le para. Mais pour tout le reste, c'est vraiment équivalent, quoi. ok. Le seul, on va dire bémol, c'est que vous êtes à Orléans. Ouais, alors après, Je plaisante, je à Orléans, on plaisante. n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. Bon, on n'est pas loin de Paris, Mais c'est pas mal, mais vous êtes pas c'est mal de euh, Paris. c'est pas désagréable. C'est une belle ville, Orléans. Ouais, Après, ouais, ouais, je plaisante. Bien sûr, je plaisante. je suis pas Eh ben originaire écoute, d'Orléans, hein, ah ouais. mais je m'y plais, hein, c'est sympa. Eh ben écoute, on arrive à la fin de ce live. C'était vraiment cool.
Est-ce que tu veux refaire une petite passe sur ton bouquin ou voilà, vraiment encore un petit truc dessus, pareil, qu'est-ce que pour les jeunes, les moins jeunes et même ceux qui sont d'actifs, parce qu'on a eu aussi, mais ça après, alors j'en profite, hein, ceux qui veulent continuer à discuter, justement, parce que j'ai pas eu le temps de répondre de comment dire, de poser toutes les questions, mais il y a quelques questions sur des gars qui sont déjà militaires et qui sont aussi bien et qui veulent changer de spé, qui veulent Mm. carrément changer d'arme. Comment ça se passe si je viens de l'armée de terre et que je veux partir dans l'armée, voilà, tout ça. Donc là, je vous invite à directement voir comment dire, avec Stan sur son compte Insta. Mm. S'il a le temps, il vous répond. Et Bah, puis juste, après, juste un petit mot là-dessus. ouais, Faut vas-y. savoir qu'on a pas mal de mecs qui arrivent au Beluga et qui sont issus de l'armée de terre, par exemple. Ok, Parce que euh, pour des raisons, je sais pas, de changement interne dans l'armée de terre, c'est parfois plus compliqué pour eux de rejoindre les forces spéciales terre. Alors c'est peut-être plus simple de rejoindre l'armée de l'air puis de venir chez nous pour des raisons administratives, hein. ok, Ou alors parce que c'est le CPA10 qui leur plaît. Donc on a pas mal de mecs qui arrivent de l'armée de terre ok, et qui rejoignent le cursus à différents niveaux. Mais dans tous les cas, ils doivent faire le stage Beluga, évidemment. ok. Voilà. Et Bon, puis pour le livre, bah, comme tu disais, il est en vente dans toutes les grandes librairies, Amazon, Fnac. Euh, voilà, il est très immersif. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit vraiment sympa à lire et qui permette de vraiment se mettre dans la peau, dans la peau de nos opérateurs pour vivre nos missions. Et donc je pense que c'est sympa pour un jeune qui pense à venir chez nous ou quelqu'un qui veut simplement découvrir les missions des forces spéciales, quoi. ok. Et ben en tout cas, passe-leur tous le bonjour et puis dis-leur surtout merci pour tout ce qu'ils font au quotidien, parce que bon, c'est très bien que là, pendant qu'on est en train de faire un live, eh ben, il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde et qui justement assurent pas mal de choses pour nous en fait, pour qu'on soit tranquille. Donc ça, faut pas les oublier. Moi, je te remercie de ton temps. C'était vraiment cool. Donc le live, on va comme d'habitude le mettre en diffusion. Je vais te taguer pour que les gens aillent voir ton compte. Donc allez vraiment sur le compte nicolas.stan10 si je ne me Ouais, c'est trompe ça. pas. Ouais. Voilà, Pas fait on va très le remettre. original. Exactement. Bah, Et merci Teddy, hein, de m'avoir proposé ce live et de m'y voilà, avoir reçu. aucun C'était problème. c'était sympa. Et, C'est grâce à l'entremetteur Scoob. ouais. C'est Scoob en fait qui est venu se Oui, mettre merci Scoob. là-dedans. Effectivement, je Il est manquais à tous dessus, mes il devoirs. surveille le vilain là. Merci Scoob d'avoir eu l'idée, c'était sympa. Et puis voilà, il y a des gens déjà qui ont commandé comment dire le livre. Et puis là, je viens de voir quelque chose passer aussi, une pensée pour Nicolas Mazier et bien sûr, tous ceux qui sont tombés malheureusement, ben, forcément, on a une pensée pour eux. Après, voilà, c'est le métier et c'est un chouette métier, Ouais, euh, c'est un très beau métier. c'est clair. Bon, je te remercie. Puis bon, on se voit bientôt, on se voit la semaine prochaine. Et puis on Ouais, va pouvoir avec refaire le plaisir. monde avec Scoob et puis les autres. Ça marche? Yes, avec plaisir. À bientôt. Allez, salut, merci Stan. Bonne soirée. Ciao.